Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler de fusion et acquisition d'entreprises et de ressources humaines. Ah, le charme des due deals dans les M&A, cette valse de Q&A dans les data rooms avant un closing qu'on espère court et qui ne l'est généralement pas. Bon, le chef qui baragouine parle en l'occurrence de la phase d'audit qui suit la manifestation de l'intention de rachat d'une entreprise par une autre, ce qu'on appelle une fusion-acquisition, ou FUSAC pour les intimes. Ou Merger and Acquisition, d'où l'acronyme M&A pour les anglo-saxons. Cette phase en effet c'est un parcours du combattant, un incessant va-et-vient de questions destiné évidemment, et c'est légitime, à rassurer celui qui rachète. Notamment sur le plan des risques légaux, financiers, sociaux, ou sur la propriété intellectuelle par exemple. Donc la RH est concernée elle aussi. Alors fusion, acquisition et RH, c'est quoi l'histoire ? Une entreprise qui veut en acquérir une autre, c'est le début d'une longue histoire dont on va vous épargner la litanie des termes techniques qui la jalonnent. Ce serait fastidieux et pour tout dire très chiant. Surtout que l'histoire n'a pas la même teneur, évidemment, selon que celui qui est racheté est vendeur, c'est-à-dire qu'il cherche à vendre ou pas. Mais c'est un autre sujet. Mais le chemin avant de conclure est long et fastidieux. D'abord ça s'apprivoise, comme des petits chiens, ça se renifle. Puis à un moment, la lettre d'intention qui manifeste la volonté de l'acheteur d'acheter à certaines conditions. Notamment à la condition que ce qui a été dit soit vrai, que ce que l'on achète soit sain. Bref, avant que la transaction ne se réalise, on vérifie tout ce qu'on peut pour limiter les risques. C'est cette fameuse phase d'audit, les due diligence. On vous épargne là encore la liste de tout ce qui est minutieusement vérifié du business plan à 3 ou 5 ans, à la propriété intellectuelle en passant par le légal dans ses moindres détails, etc. Sur un plan RH, le premier d'entre eux porte bien sûr sur la conformité. La loi et les règlements en vigueur sont-ils respectés ? Les obligations déclaratives sont-elles correctement assurées ? Les charges sociales apurées, etc. C'est un exercice fastidieux, mais nécessaire, parce que les conséquences peuvent être très importantes. Il n'y a donc rien de surprenant dans tout ça. Si ce n'est peut-être une chose. Sur la conformité, on est très fort. Mais alors sur le reste, c'est une autre histoire. Or, le succès d'un rachat dépend en grande partie du facteur humain. Combien de fois des opérations plantent ou mettent beaucoup trop de temps pour être effectives pour des raisons culturelles ? Dans les années 2000, un cahier du cabinet Bernard Brune marquait cet étonnement. Je cite « C'est le volet humain ou social qui pêche, qui, pour 1001 raisons, a été négligé et revient en boomerang sur des décideurs trop axés sur l'arithmétique comptable pour saisir et prendre en compte à temps les questions d'hommes, de société et de culture. » En résumé, le facteur humain, particulièrement dans sa dimension culturelle, est un facteur clé de succès évident et connu de tous dans ce type d'opération. Mais on ne s'en préoccupe quasiment pas dans les étapes qui les précèdent. Donc on peut se poser une question simple. Pourquoi le négliger, si c'est une évidence ? Plusieurs raisons ont été évoquées dans ce cahier spécial de l'époque. En l'occurrence baptisé, je cite, « Réussir une fusion, d'abord une histoire d'hommes ». Et de femmes, évidemment, mais c'était en 2006. Il évoque l'éloignement géographique des états-majors, quand il s'agit de grands groupes. L'éloignement culturel aussi, notamment quand l'un et l'autre ne sont pas du même pays. Ce qui soulève aussi la question d'une conception potentiellement différente en matière de RH. Il évoque enfin l'absence de modèle managérial idéal, facile à identifier et à mesurer. Mais alors pourquoi observerait-on les mêmes carences quand une grosse entreprise nationale en achète une petite ? On peut ici soulever deux hypothèses, simplement pour se donner de la matière à penser. La première, c'est que le facteur humain, c'est complexe. La dimension culturelle, elle échappe à toute tentative de modélisation facile à manipuler, à évaluer. La tâche est trop importante pour une maîtrise du risque, in fine, très aléatoire, alors finalement on préfère le prendre. La seconde relève peut-être d'une conception autoritaire de la démarche. Celui qui rachète se dit peut-être qu'il s'agit d'un rapport de force, et que ce dernier étant en sa faveur, il passe outre et s'imposera avec autorité. Sauf que ça on le paye pas immédiatement, mais dans la durée, et ça coûte très cher. Il y a combien d'entreprises fusionnées qui vont encore perdurer la résistance de ce qu'on pourrait appeler un canal historique de très longues années après ? On a des exemples en tête, où 20 ans plus tard, c'est encore le cas. Et ces résistances sont rarement bénéfiques.
Comme quoi, la complexité de l'humain, c'est aussi celle de ceux qui décident. En résumé, le succès d'une fusion-acquisition dépend beaucoup de facteurs humains et culturels qu'on ignore souvent en amont. Peut-être parce qu'ils échappent à une maîtrise réelle, ou peut-être parce qu'on l'on espère pouvoir passer en force. Pourtant, l'histoire montre qu'on ne fait pas ce qu'on veut des gens. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.